business. BFM Patrimoine, l'œil du stratège. L'œil ce matin d'Alexandre Aizé. Bonjour Alexandre. Bonjour. Pour Richelieu Gestion, on va profiter de cette fin d'année qui se calme un petit peu sur les marchés pour regarder ce qui s'est écoulé pendant ces 12 derniers mois. Qu'est-ce que vous retenez de cette année 2022, que ce soit en termes de macro, de banque centrale, parce que ce sont elles un peu qui ont dominé l'actualité? Effectivement, ce sont les banques centrales qui ont dominé l'actualité. Bon, c'est surtout l'inflation et cette accumulation de chocs qui n'ont fait que retarder cette inflation que l'on pensait transitoire depuis en 2020 et en 2021. Ça a pris finalement tout le monde à revers, les banques centrales en premier, et finalement elles ont dû réagir très vite, la Banque centrale américaine en premier par rapport aux grandes autres banques centrales, et elles ont été extrêmement violentes. Et ce que l'on peut retenir, c'est évidemment un marché action qui a été extrêmement chahuté, mais il y a aussi de l'autre côté un marché des obligations qui a subi des pertes historiques par rapport à la hausse des taux que l'on a eu. Et finalement, c'est le financement global de l'économie via l'endettement qui est le plus touché, avec cette volonté d'en terminer avec une inflation qui est une inflation liée à la fois au Covid, mais avec d'autres chocs évidemment. Justement, cette inflation, vous la voyez comment? Parce que tout le monde est en train de se dire... Bon, ça y est, on a dû voir le point haut maintenant, ne serait-ce que avec des effets de base, etc. Tout va s'arranger, tout va rentrer dans l'ordre. Quelles sont un peu les anticipations que vous avez chez Richelieu Gestion? Alors, chez Richelieu, on a des anticipations qui sont, notamment sur les États-Unis, plutôt positives, en tout cas en termes d'inflation, en termes de désinflation pour l'année prochaine. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a différents types d'inflation au niveau des zones géographiques. Et on peut avoir une vision plus positive avec, d'une certaine manière, un Jérôme Powell qui a gagné, qui a pris beaucoup de retard, mais qui a gagné en partie son pari de juguler l'inflation, quitte à mettre les États-Unis en récession. Aux États-Unis, il y avait vraiment un marché en surchauffe, on voit encore le marché du travail, et puis est venu s'ajouter les matières premières, mais c'était vraiment endémique à la situation américaine, et il fallait absolument casser cette inflation. Il parle beaucoup des années 70, c'est marrant parce que les banquiers centraux, notamment les grands banquiers centraux aux États-Unis, ont toujours des références. Bernanke avait le Japon sur la déflation, et Powell, il a sur la stagflation, il a les années 70. Et il a toujours dit, l'erreur, c'est d'avoir baissé les taux trop rapidement après avoir jugulé l'inflation, parce que le vrai enjeu, et je pense que peut-être qu'en début d'année prochaine ou durant 2023, ce ne sera pas le sujet, parce que l'inflation va baisser grâce à l'immobilier qui est en train de baisser, grâce à la Chine qui se réouvre avec les chaînes d'approvisionnement qui vont s'améliorer, et puis d'une certaine manière, l'emploi, on voit quand même un emploi qui commence à se détériorer aux États-Unis, donc on aura peut-être moins de pression salariale. Et tout ça, ça ne se voit pas encore dans les chiffres, donc on pourrait, nous, en tout cas, on anticipe une inflation à 3,2, 3,3% en fin d'année, ce qui est au-dessus des anticipations, enfin des objectifs des banques centrales, de la Banque centrale américaine, mais en tout cas, c'est en bonne marche. Le vrai enjeu, après on pourra parler de l'Europe qui est un peu évidemment en retard, mais le vrai enjeu sur le sujet de l'inflation, c'est une inflation de deuxième tour. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans les années 70, c'est-à-dire qu'on a eu un grand mouvement d'inflation qui a été cassé, et après, finalement, on est revenu dans une certaine normalité au niveau de l'économie, et une deuxième vague d'inflation qui a été beaucoup plus importante. Et je pense que c'est celle-ci qui, à un moment, va revenir sur le sujet. Et donc, finalement, pour éviter ça, Jérôme Powell, je pense qu'il y a eu un vrai tournant au mois d'août avec Jackson Hole. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas. C'est tout élément inflationniste lié au marché financier. Donc il veut, à chaque fois qu'il parle, le marché va baisser, parce qu'à chaque fois il va dire, de toute manière, je préfère une récession, voire une grosse récession, plutôt qu'avoir cette inflation de deuxième tour. Ça veut dire que ça va créer beaucoup de volatilité sur les marchés, parce qu'à la fois on va avoir des chiffres plutôt bons, à la fois, on va avoir des marchés qui vont prendre ces chiffres en disant la Banque centrale américaine va finalement inverser cette tendance et finalement remettre en place de la liquidité dans une situation de normalité. Et puis en même temps, à chaque fois, Bernanke dirait non, Jérôme Powell dira non, on va rester à des taux assez élevés. Et notre anticipation sur les taux d'intérêt américains, c'est qu'ils montent à 4,75% et qu'ils ne bougent plus sur toute l'année 2023, mais aussi 2024, même si on a des signes récessifs aux États-Unis. Et alors l'Europe et cette BCE, parce qu'on a longtemps tardé avant de démarrer ce même mouvement finalement. L'Europe, c'est vrai que
Christine Lagarde ne croyait pas à l'inflation, encore au mois de mai, juin, c'était limite. Et puis, dans les discours, c'était toujours, si on monte les taux, ça va être de manière graduelle. On le voit qu'on est sur des hausses de taux de manière historique. On est passé de 0,50 à plus 2,50 sur les taux monétaires européens. Une banque centrale très en retard, avec une inflation qui est quand même pas véritablement due, en partie, mais à la surchauffe de l'économie européenne. Elle est due largement au choc lié au conflit en Ukraine, avec finalement cette petite partie de gaz, d'énergie que l'on avait oubliée, qui a des effets collatéraux extrêmement importants, avec une crainte que l'on a encore, c'est quid du pic de l'inflation, et avec une banque centrale une banque centrale européenne qui a été très en retard, et on commence à avoir des effets secondaires avec des passages des entreprises dans les chiffres d'affaires, des prix des intrants, des salaires qui commencent à augmenter, et là on pourrait, est-ce que Jérôme Powell a gagné la mise aux États-Unis? Peut-être. Est-ce que Christine Lagarde a gagné son pari en Europe? Pas du tout. Donc le risque, c'est que la Banque centrale européenne aille trop loin. Mais d'une certaine manière, l'avantage, c'est qu'on avait quand même, quand on revient sur 2022, un vrai enjeu qui était l'euro par rapport au dollar. Cet euro qui est fait baisser quand même jusqu'à 0,95, là ça mettait en plus des pressions inflationnistes sur l'inflation importée et notamment les matières premières. Le fait de revoir un euro-dollar à 1,05, 1,10, voire un peu plus loin, puisqu'on sait que la Fed va moins faire, ça va aussi permettre à cette inflation de refluer avec ce que vous appeliez tout à l'heure des effets de base. Donc on a plutôt des bonnes nouvelles sur l'inflation en tout cas qui vont apparaître, et puis vont se poser des questions de croissance, et puis peut-être en fin d'année, mais on verra, cette inflation de second tour qui pourra à un moment faire peur si l'économie repart trop rapidement. Voilà donc pour nos deux grandes banques centrales. Et puis il y en a quelques-unes qui se distinguent. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, la Banque du Japon, pour la première fois, je pense que de notre vie, on ne l'avait jamais vu bouger. Oui, la alors, BOJ. À la fois la Banque du Japon, mais la visibilité, elle maintient, en fait, elle ne monte pas les taux, elle maintient un niveau au-delà duquel la Banque centrale achète. Donc, et on voit qu'elle est assez crédible. Je rappelle que le niveau qu'elle avait fixé, en fait, on était déjà au niveau des taux d'intérêt au-dessus, donc elle s'adapte. Elle s'adapte aussi parce que sa méthodologie monétaire a quand même amené un yen à des niveaux extrêmement bas, et qui dit... Alors, on est quand même dans un contexte à la fois de pénurie d'énergie chère, on n'est pas dans un contexte de retour à l'économie, donc avoir une devise faible, c'est compliqué même pour les exportations, donc c'est plutôt les exportations, donc on voit bien les États-Unis, leur dollar a été un avantage. Donc il fallait aussi, à l'instar de ce que fait l'euro, aussi restabiliser le yen parce que ça posait des problèmes sur une inflation importée qui était plus importante. Après, le Japon a une situation assez particulière, on va certainement y revenir, mais par rapport à la Chine, c'est-à-dire que le Japon va profiter aussi au premier trimestre, deuxième trimestre de cette réouverture chinoise où on peut et finalement prendre le pari qu'on va aussi avoir un retour de la consommation comme on a eu en Europe, comme on a eu aux États-Unis. Justement, la Chine, vous y croyez, vous la fin du zéro Covid, on voit que les chiffres d'infection sont quand même assez alarmants. Donc effectivement, maintenant, on n'enferme plus 50 millions de personnes quand il y a un gars qui tousse, mais il y a quand même, a priori, entre 30 et 50% de la population qui semble être... qui semble très touché. Bon, alors, très touché, donc ne pas se rendre au boulot, quoi. Enfin, c'est le virus Omicron qui est quand même moins important, en tout cas en termes de mortalité. Donc, et finalement, c'est un vrai changement. En fait, la Chine est dans une situation quand même dramatique. Est-ce que la Chine est intéressante pour les investisseurs? C'est vrai que ça fait à peu près 2 ans que c'est la fausse bonne idée. La Chine, à chaque fois, effectivement, des perspectives, une réouverture, les chaînes d'approvisionnement qui peuvent réouvrir. Et à chaque fois, on avait cette politique zéro Covid qui, en même temps, était un signe très négatif pour la croissance chinoise. Cette année, elle a été au-dessous des croissances des pays développés. Donc, c'est quand même à marquer dans l'histoire. Et puis, en plus, ça amenait une inflation globale sur l'ensemble du monde, notamment à cause des pénuries et des chaînes logistiques. Donc, que la Chine redémarre, c'est bon pour la Chine. Et c'est bon pour le monde en termes d'inflation et de business. Après, est-ce qu'elle va redémarrer? Il y a un vrai changement, effectivement, il y a des poussées de Covid, mais je dirais que dans nos pays, ça, on connaît ça depuis longtemps, et c'est pas pour ça que l'économie s'arrête. On a vu des vaccins, notamment Pfizer, arriver pour
une petite partie de la population, hein, c'était les expatriés, etc. Mais on voit cette ouverture qui est en train de se faire. En même temps, la Chine a un problème structurel qu'elle doit régler. C'est en plus de ce Covid, c'est l'immobilier, avec cette bulle immobilière qui dure depuis plusieurs années. Donc ça la fragilise. Elle a cette volonté. Et là aussi, il semble qu'elle ait pris un peu le taureau par les cornes et essayer de juguler cette crise pour éviter qu'elle devienne systémique, même si elle est très grave et qu'elle va impacter le consommateur, en tout cas la confiance, pendant de nombreuses années. Est-ce que la question qui est devant nous, Alexandre, c'est pas l'objectif de croissance des banques centrales, d'inflation pardon des banques centrales dans ce moment-là? Parce qu'on comprend bien dans tous les propos que vous tenez depuis tout à l'heure que finalement l'économie a aussi pas mal changé avec ces crises. Est-ce qu'il faut s'arc-bouter quand on est banquier centraux à ramener l'inflation sous les 2% comme le veut l'adage, ou bien est-ce qu'il va falloir que nos banques centrales disent finalement dans ce nouveau monde 3, 4, c'est peut-être mieux, c'est peut-être supportable, c'est peut-être qu'il faut, et donc on va changer. C'est une vraie question. Finalement, il y a deux autres questions et plusieurs réponses. Déjà, effectivement, ce 2% d'inflation, qui est une espèce de veau d'or, on ne sait pas d'où il vient, il pourrait être modifié. Bon, d'ailleurs, aux États-Unis, quand on était à 2,5, ça n'a jamais été un problème. Donc, il y a peut-être cette capacité des banques centrales à changer un peu, et d'ailleurs à changer un peu les objectifs d'inflation. Je rappelle quand même qu'en fait, c'est déjà fait, que ça soit aux États-Unis ou en Europe. En 2021, la Fed a dit, qu'est-ce qu'a dit la Fed? On jugule les épisodes surinflationnistes, mais en tout cas, on ne va pas remonter les taux de manière plus importante quand on est on ne va pas rebaisser les taux de manière plus importante. Donc, ça veut dire qu'elle s'est mise dans une situation dissymétrique par rapport à l'inflation. Donc, en tout cas, amener une inflation globalement plus importante pendant un certain temps, alors qu'elle veut lutter contre la déflation. La BCE a fait la même chose. Elle s'est mise dans une dynamique symétrique, alors qu'avant c'était sous ou proche de 2. Donc elles ont déjà fait du fine-tuning. Mais en restant dans le verbe sur le 2. Bien sûr, mais pour être crédible, et surtout, l'inflation, c'est un gage, maîtriser l'inflation, c'est un gage de pérennité pour la croissance, pour la croissance future. Pourquoi? Quand vous avez une inflation qui monte et que vous avez des anticipations, les agents économiques qui se mettent dans une expectative où l'inflation va monter, à la fois le consommateur a peur, il surépargne, donc il ne consomme plus, et les entreprises ont du mal à faire des projets d'investissement puisque les chiffres futurs de prix ne sont pas stables. Donc, pour une croissance pérenne, il faut une inflation stable. Qu'elle soit à 2 ou 2,5, c'est un peu du fine-tuning. Après, les banques centrales, ce qui est certain, on a vraiment eu un changement de rhétorique, c'est qu'elles s'arc-boutent sur cette crédibilité sur l'inflation, quitte à créer une récession. Et je pense que le véritable changement, il y a vraiment un changement de paradigme entre les années 2010 et les années 2020. On était en 2010 sur des banques centrales qui, coûte que coûte, aidaient l'économie, étaient prêts à soutenir l'économie. On a eu pendant 10 ans une croissance, on n'a quasiment pas eu de cycle économique. Hein. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les banques centrales préféreront créer, en tout cas amener une récession pour éviter que cette inflation se mette en place et ces anticipations bloquent l'économie. Quittons un peu la macro pour parler vraiment marché. Il nous reste 6 séances de bourse pour finir l'année. Qu'est-ce que vous retenez de cette année en bourse? On a eu un marché qui est globalement morose sur les actions, avec des pertes. Avec tout ce qu'il a pris sur la tête, quand même limiter son repli à moins de 10%, c'est quand même... Exactement. Donc déjà, mais finalement, les résultats des entreprises ont été assez résilients. Hein. Même on s'attendait à un troisième trimestre en Europe notamment très mauvais. Finalement, il n'a pas été si mauvais que ça. Et un quatrième trimestre, on a vu quand même des entreprises. C'est la grande information de cette crise de Covid et les mois qui ont passé. C'est-à-dire que les entreprises ont une capacité d'adaptabilité maintenant qui est sans commune mesure avec ce que l'on avait. Alors oui, on a eu un marché action qui a été fortement touché, notamment sur des impacts
on en parlait, inflationniste avec des banques centrales où on avait très peur. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on a eu des phases de rallye de marché, ce qu'on appelle des rallyes de marché baissier, c'est-à-dire que dans la baisse, il y a eu des mouvements de hausse extrêmement puissants qui ont mis à peu près tous les investisseurs à revers. C'est justement au moment où tout le monde croit que c'est perdu que le marché rebondit sur une nouvelle ou finalement avec des investisseurs qui étaient très peu investis ou qui étaient couverts, qui sont obligés de se réinvestir. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu 2 grands rallyes. Et d'une certaine manière, pour l'instant, en tout cas, Jérôme Powell a échoué dans la deuxième fois, même si le marché a un peu reflué. On a eu ce rallye de juillet qui a pris tout le monde à revers, à peu près du 15 juin au 15 août, avec une montée extrêmement forte, notamment des marchés américains. Là, ça a fait peur à la Banque centrale américaine parce que là, on a vu les conditions de crédit repartir. Et en fait, c'est ce que ne veut pas Jérôme Powell, parce que là, c'est inflationniste. Si vous avez demain l'immobilier qui remonte aux États-Unis, c'est dramatique. Et alors là, les taux qu'on vise à 5%, ils pourront aller dans une situation qu'on n'imagine pas. Et donc, ces rallyes de marché baissé, cette année, on a eu des phases qui ont pris à revers les investisseurs de manière très importante. Et paradoxalement, pas dans les baisses, mais paradoxalement dans les hausses. Donc c'était un marché très particulier où finalement les coûts étaient plus à prendre dans ces rallyes-là que dans une situation bien morose où les investisseurs étaient désinvestis. Alors c'est vrai qu'on met tout le temps en exergue le CAC 40 qui tire le mieux son épingle du jeu, on va dire, mais rien qu'en regardant Paris, il y a d'autres catégories d'actions qui vivent beaucoup moins bien cette fin d'année 2022, c'est notamment le cas des mid and small, des petites et moyennes capis. Pourquoi est-ce qu'elles sont à ce point en retard ? Elles sont en retard, il y a plusieurs raisons. C'est vrai que c'est pratiquement une des moins bonnes années depuis 15 ans sur les small et mid cap. Alors c'est des entreprises qui effectivement sont plus sensibles à la croissance locale. Elles ont vraiment beaucoup souffert de la liquidité. Enfin, c'est quand même des valeurs qui sont plus liées à la liquidité de marché et tout le monde sait que la liquidité a été plutôt retirée de la part des banques centrales, donc il y a eu un deleveraging global des investisseurs et ces valeurs ont beaucoup souffert. Il n'y a pas beaucoup de flux, ça fait 3, 4, 5 ans qu'il y a des flux très, très faibles sur ces small caps. C'est un peu dommage parce qu'on a vraiment des pépites sur ces segments de la cote. Et ce que l'on écrivait il y a 2-3 mois, c'était que c'était encore trop tôt pour retourner. Là, peut-être remettre un pied dans ces small caps, parce que les valorisations sont plutôt attrayantes. Et c'est vrai que c'est les grandes capitalisations, vous parlez du CAC 40, c'est les grandes capitalisations qui ont très bien tiré leur épingle du jeu. C'est vrai que dans le CAC, on a Total et on a LVMH qui a fait finalement plutôt une bonne performance. C'est négatif, mais largement moins négatif que la plupart des segments, enfin des valeurs de la cote. On a Sanofi aussi, vous en parliez tout à l'heure. C'est des valeurs qui ont finalement surperformé avec des grandes valeurs. Et les small caps, c'est là où on va trouver quelques sociétés de niche. Et on a une thématique, nous, dont on parle beaucoup chez Richelieu. On le met en pratique de plus en plus dans nos portefeuilles. C'est ce qu'on appelle la thématique de la relocalisation. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on va avoir un attrait pour les entreprises locales. Et c'est vrai que je crois que Bruno Le Maire en parlait hier en disant que voilà, c'est le fameux accord Reduction Act aux États-Unis, c'est la fin de la mondialisation. Et je crois que justement, les petites et moyennes entreprises vont profiter des investissements de 2023. Est-ce que c'est encore un peu tôt ? C'est vrai qu'on parlait de la Banque Centrale Européenne qui va encore taper sur le marché. Je pense que les small caps ça sera une bonne année pour les small caps en 2023. Bon, on prend un petit coup d'avance. Qu'est-ce que vous faites comme vœu pour 2023 ? Pour 2023, que l'inflation continue à refluer. Je pense que c'est vraiment si on avait cette inflation qui n'arrivait pas à refluer, les marchés financiers pourraient être dans une situation très très compliquée parce que les banques centrales sont déterminées dans leurs objectifs et on pourrait... C'est vrai que le monde, à chaque fois, on se dit c'est impossible, mais en fait, on se rend compte que ce qui est possible devient un peu réalisable et puis probabilisable et réalisé. Donc, on pourrait potentiellement voir les taux de manière beaucoup plus importante. Et là, on aura un vrai problème systémique sur l'économie.